Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour et bienvenue. Début février se tenait la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Une semaine, c'est bien court pour démystifier les maladies qui restent encore éminemment tabous et mal comprises. Les troubles de l'alimentation touchent un grand nombre de Québécois, particulièrement des adolescents et des jeunes adultes. L'anorexie et la boulimie affectent plus les jeunes filles et les femmes, tandis que l'hyperphagie boulimique, une compulsion alimentaire, affecte presque autant d'hommes que de femmes. Le Québec n'est pas distinct, ce sont des troubles généralisés dans les pays industrialisés. Cette maladie mentale se caractérise par une préoccupation excessive du poids, de l'alimentation et de l'image corporelle. Pour comprendre un peu mieux ce qui se dissimule sur cette peur de trop manger, de mal manger ou de ne pas avoir le contrôle sur la nourriture, nous allons d'abord rencontrer l'un des spécialistes en la matière. Donc, on est en compagnie du Dr Howard Steiger, le psychologue et chef du programme de troubles de l'alimentation de l'Institut Douglas, qui est une installation du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer, lorsqu'on parle de troubles alimentaires, de quoi parle-t-on exactement? Nous parlons d'une variété de troubles dans lesquels la personne devient préoccupée constamment avec le poids, l'image corporelle, le contrôle de son alimentation, tel que ça peut vraiment gêner le fonctionnement de la personne, sur le plan social, émotionnel, vocationnel, même au point que la personne met en péril son santé physique. Il y a plusieurs formes différentes. Ce qui est le plus connu, c'est l'anorexie nerveuse. C'est la forme la plus visible parce que la personne se rend dénutrie, parfois squelettique. Pour comprendre ça a l'air un comportement bizarre, jusqu'à temps que peut-être on considère que c'est qu'une phobie. C'est une phobie de prise de poids ou de risque de perdre contrôle sur la prise de poids, telle que la personne devient terrifiée de se permettre de manger si ce n'est pas dans un contexte très contrôlé, des aliments qu'elle connaît, des quantités très petites et sécuritaires, manger quand elle sait qu'elle va pouvoir compenser par l'exercice, par des purgations comme les vomissements, parfois des choses comme ça. Comme n'importe quelle phobie, la personne est portée à éviter peut-être de plus en plus intensément le risque de prendre du poids. N'importe quel poids on atteint, ça n'enlève pas la peur, qui veut dire qu'on peut descendre, mais remonter génère encore une terreur. Ça, c'est l'anorexie nerveuse. Il y a aussi ce qu'on appelle la boulimie. Ça, c'est un trouble qui arrive chez les gens plutôt d'un poids normal, ou parfois même qui ont de l'embonpoint. Ça a l'air l'opposé de l'anorexie nerveuse, dans le sens que c'est tout à propos des pertes de contrôle sur la bouffe, des empiffrements, ou ce qu'on appelle des orgies alimentaires, par définition suivies par un effort de compensation. Ça peut être des vomissements, abus de laxative, période de jeûne prolongée, exercice compulsif. J'ai connu des gens qui donnent du sang comme façon de se purger des calories. Même si ça a l'air opposé, il faut comprendre que c'est un cousin proche de l'anorexie nerveuse. Là aussi, il y a la préoccupation avec le poids, la peur de perdre contrôle du prise du poids, tel que la personne se restreint sur le plan calorique. Et c'est la restriction prolongée qui donne éventuellement une dérégularisation de l'appétit qui est le moteur derrière les épisodes boulimiques. Il y a aussi un nouvel trouble dans le DSM-5, notre nouvel manuel diagnostique pour ces genres de troubles, qui s'appelle le trouble de l'alimentation sélective et évitante, en anglais Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Ça, c'est un trouble dans lequel ça a l'air beaucoup comme l'anorexie nerveuse, dans le sens que la personne se rend dénutrie, parfois très, très cachectique, mais le moteur derrière son évitement de manger n'est pas une peur de prise de poids,
mais plutôt une peur de manger des choses impures ou qui ne sont pas poussées du terre normalement, naturellement, sans additifs, ou ça peut être la peur de certaines choses qui pourraient causer des indigestions ou des maladies, autre chose comme ça, ou juste un dégoût simple pour la couleur, texture de la bouffe. Oui, ce qu'on appelle l'orthorexie. L'orthorexie, c'est une variation peut-être qui est le plus connue. C'est pas un diagnostic officiel, mais on entend parler dans les médias. C'est là les gens qui vont lire tous les ingrédients soigneusement sur le côté de la boîte de céréales pour être sûr que tout est naturel, qu'il n'y a pas d'additifs, etc. Mais ça va au point que c'est non plus un souci pour la santé, mais ça bloque la capacité de la personne de s'alimenter. Normalement. On comprend un peu mieux les troubles alimentaires, mais tout n'est pas lié juste à l'environnement. Il y a aussi une partie génétique, d'hérédité. Les troubles de l'alimentation, oui, c'est sûr, ce sont causés par de multiples facteurs, de nombreuses choses. Traditionnellement, on voyait ça comme causé par les pressions culturelles envers la minceur, et c'est sûr, ça joue un rôle. On blâmait souvent des familles ou des familles enchevêtrées, surprotectrices, ou l'idée de négligence sur certains plans, ou parfois on pointait les doigts envers les caprices chez les jeunes qui développaient ces troubles. J'aimerais souligner le fait que tous ces concepts sont pas tenables, sont pas supportables de tout, et c'est très culpabilisant et blâmant. La réalité, c'est plutôt, je dis toujours aux gens que je traite que, tu n'as pas voulu cette trouble, tu n'as pas demandé l'avoir, et c'est pas par manque de force de caractère que tu l'as développé, c'est parce que tu portes une vulnérabilité réelle, physique, qui a été activée ou déclenchée par des événements dans l'environnement. Alors nous, à l'Institut Douglas, par exemple, dans notre programme, nous faisons des études sur ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est la science qui décrit comment les gènes peuvent être activés ou réprimés par les effets de l'environnement. Et c'est très intéressant de voir que ça peut être des stress vécus intra-utérinement, avant la naissance même, qui pourrait avoir un effet. Nous avons un résultat qui démontre que les enfants nés des mères qui étaient enceintes pendant le grand verglas de 1997, quand ces enfants atteignent l'adolescence, elles ont plus de symptomatologie associée avec les troubles alimentaires que les enfants qui n'étaient pas sujets à cette stress intra-utérin. Des stress vécus pendant la jeunesse peuvent activer certaines vulnérabilités génétiques, mais le stresseur le plus important, c'est le stress associé avec la dénutrition. Et nous étudions très soigneusement dans nos études les impacts de insuffisance nutritionnelle sur l'expression des gènes qui influencent l'humeur, l'anxiété, et toutes sortes de fonctions physiques qui pourraient être directement associées avec le fait que le trouble alimentaire devient de plus en plus ancré avec de plus en plus de restrictions caloriques. On voit que la personne monte une sorte de détresse, anxiété, difficulté autour des repas. Au lieu d'être agréable, manger devient une chose qu'on anticipe avec beaucoup d'anxiété. Alors on voit que ça peut être des jeunes qui vont parfois éviter de manger, s'absenter des repas, s'absenter après les repas s'il y a des purgations, des vomissements, des choses comme ça qu'on fait en secret. Parfois, les gens qui commencent à être obsessivement attentifs à leur poids, se peser souvent, vérifier le corps dans le miroir trop fréquemment. Et aussi, parfois, juste un investissement compulsif dans l'exercice, comme façon trop de sport pour contrôler le poids. Alors, au début, ça commence parfois avec des légers signes de ce sorte. Quand est-ce que ça devient, quand est-ce qu'une préoccupation avec le poids devient un trouble clinique? Je dirais, c'est quand ça dépasse le seuil au point que ça gêne vraiment le fonctionnement de la personne dans plusieurs sphères de sa vie. Et pour les traitements, comment on soigne et où est-ce qu'on en est au point de vue
recherche scientifique? C'est intéressant qu'il y a eu plusieurs développements nouveaux dans les traitements. Il y a en partie sur le plan biologique des traitements comme avec des médicaments, mais aussi avec des méthodes de stimuler l'activité cérébrale qui démontrent certains effets intéressants à voir, spécialement pour les gens atteints des troubles très, très sévères où d'autres traitements ne sont pas marchés. Mais pour la majorité des gens, c'est sûr, on entend parfois, une fois trouble alimentaire, on a toujours un trouble. Ces choses ne sont pas vraies du tout. Les gens s'en sortent à tous les jours. Et en effet, le résultat du traitement est assez bon. Un des changements les plus importants dont je suis très fier de dire qu'on fait maintenant, c'est qu'on a abandonné beaucoup les méthodes coercitives antérieurement utilisées, l'idée de première ligne d'intervention étant hospitalisation, tube nasogastrique, gavage. L'idée qui a été fait avec des bonnes intentions, l'idée que le plus rapidement qu'on va rétablir l'état nutritionnel, le plus rapidement la personne va s'en sortir de son trouble, c'est pas supportable cette idée. Il n'y a aucune évidence que de forcer quelqu'un de manger va accélérer son rétablissement. Alors plutôt on favorise les moyens qui offre une structure, mais qui aussi renforce l'engagement volontaire de la part de la personne dans son traitement. Lui aider à voir de le rejoindre sur son propre cadre de référence. Les petits changements de poids sont très dérangeants pour toi, par exemple. Oui. Et en même temps, fournissant des renseignements utiles pour aider la personne à voir est-ce un vrai problème de poids ou est-ce que c'est une phobie de prise du poids. Et si c'est une phobie, est-ce que tu es en train d'agir tel que tu maîtrises le peur qui t'empiège dans ce problème? Mais aussi laisser beaucoup de place pour laisser la personne expérimenter. À moi, la psychothérapie, c'est l'apprentissage. Mm-hmm. Et c'est très important de laisser de la place pour aider la personne à apprendre. Est-ce que c'est nécessaire de faire les restrictions qu'elle fait? Est-ce que les vomissements contrôle le poids quand elle croît? Est-ce qu'il faut éviter les hydrates de carbone dans son régime alimentaire, etc., etc. Et est-ce qu'on est moins aimable si on prend du poids? Aussi, type de choses. L'ancienne approche même, on parlait de faire parentectomie. Il y avait l'idée qu'il fallait enlever l'enfant de l'influence des parents nocifs. L'approche contemporaine de traitement, c'est exactement l'opposé. On mobilise le système parental comme un support. Et un des traitements les plus recommandés pour l'anorexie nerveuse, spécialement chez les jeunes, chez les adolescents, c'est ce qu'on appelle thérapie basée sur la famille. On forme les parents comment agir positivement comme un support autour des moments de repas. Comment ne pas faire frustrer leur enfant qui a un trouble alimentaire. Comment comprendre qu'elle a une phobie, une terreur quand elle mange. Et ce n'est pas en lui poussant de manger, mais en lui aidant à vraiment évaluer si l'évitement est dans son meilleur intérêt, que ça marche. Il y a beaucoup d'évidence pour suggérer, par exemple, que ces approches-là qui mobilise la famille comme une équipe pour surmonter le trouble alimentaire avec la personne qui en souffre et avec idéalement son engagement dedans. Ces genres d'approches sont également efficaces que l'hospitalisation. Sauf, la différence, c'est que l'enfant n'est pas privé de l'école et de ses amis et de sa vie normale pendant des mois, pendant qu'elle s'assoit à l'hôpital. C'est aussi, si on pense en termes de dollars dans le système de santé, c'est beaucoup moins cher de traiter à travers la famille qu'à l'hôpital. Oui, je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie du docteur Howard Steiger, le chef du programme des troubles de l'alimentation, donc de l'Institut Douglas. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment vit-on et se rétablit-on de troubles alimentaires? J'en parle à l'instant avec la maman d'Ariane Prudhomme, Marie-Claude Ouellette. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, un trouble alimentaire, ça peut être difficile à voir.
on peut avoir quelqu'un qui a un poids proche du normal et qui souffre quand même de troubles alimentaires. Est-ce que c'était le cas avec votre fille? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, vers l'âge de 14 ans, c'était plutôt de l'autorexie. Alors, ma fille faisait beaucoup d'exercices et puis elle avait l'air très en forme, donc elle faisait attention à son alimentation, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de restrictions alimentaires, ce qui fait que je voyais ça plutôt d'un bon œil parce qu'elle semblait en forme, elle était contente de ses performances sportives, donc je voyais pas le problème, je savais pas à ce moment-là que ça allait dériver. Donc, effectivement, ça prend quand même plusieurs mois, sinon plusieurs années à s'établir et ça peut expliquer aussi pourquoi les proches ne réagissent pas instantanément au problème. Juste pour expliquer, l'autorexie, c'est un contrôle obsessif de la qualité des aliments plutôt que la quantité, c'est ça? Mais c'est aussi, ça comprend aussi l'exercice physique. Donc, les gens vont faire très attention à ce qu'ils mangent et puis ils vont aussi faire beaucoup d'exercices, mais dans ce temps-là, elle parlait pas de calories, tout ça. Peut-être que ça c'était déjà dans sa tête là, mais c'était pas flagrant, disons, pour son entourage. Oui. Comment vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait un problème de trouble alimentaire alors? Là où vraiment j'ai senti que ça devenait urgent, c'est un peu avant le bal de finissant. Donc là, elle restreignait vraiment ce qu'elle mangeait. Donc ça m'a inquiétée. J'ai essayé de me rassurer en disant qu'une fois que le bal serait passé, le comportement cesserait, que c'était temporaire, mais malheureusement, ça s'est même accentué par la suite. Oui, c'est une période peut-être un peu plus stressante aussi, donc on peut mettre ça sur le stress. C'est sûr que de finir, c'est quand même une étape de la vie, puis ça concordait en plus avec le décès de ses deux grands-parents, desquels elle était très proche. Donc tout ça mis ensemble, c'est sûr que on essaie de se dire que c'est circonstanciel, que ça va passer. On veut pas non plus exagérer les choses ou être trop alarmiste. Et puis d'ailleurs, quand on lit un peu sur le sujet, on nous dit qu'il faut faire attention aussi pour ne pas renforcer l'obsession en parlant trop régulièrement avec le jeune. Donc, si on devient si on se met à les harceler, à leur demander as-tu mangé suffisamment, montre-moi ce que tu as mangé, il faut que tu manges plus, c'est pas la solution non plus. Non, c'est sûr. Un indice, c'est peut-être quand le plaisir de manger disparaît ou quand le jeune ne veut pas vraiment s'intéresse ou s'intéresse pas à la nourriture finalement. Ben c'est une sorte d'obsession, ce qui fait qu'il s'intéresse mais pas de la bonne façon, en sens où il y a des aliments qui deviennent entre guillemets un peu diaboliques là, qui vont se mettre à éviter. Et puis, il faut comprendre aussi que rendu à l'adolescence, les jeunes sont beaucoup à l'école, sont avec les amis, donc on n'a pas nécessairement conscience de tout ce qu'ils ont mangé ou donc ça devient difficile de savoir ce qui se passe exactement. Mais souvent à la maison, on va se rendre compte qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas faim ou ils sont trop occupés, qu'ils ont déjà mangé. Oui, quelle aide on reçoit? Parce que les troubles alimentaires, ce sont des troubles de santé mentale. Oui. Donc, est-ce que c'est à la rencontre d'un psychologue? Ça consiste en quoi? Comment on aide la personne qui ne veut pas manger ou qui ne veut plus manger ou qui contrôle ce qu'elle mange? Ça prend en fait une équipe multidisciplinaire et c'est ce qu'il y avait à la clinique privée à laquelle ma fille s'est rendue. Donc oui, besoin de soins psychologiques, mais aussi l'apport ça peut être une infirmière, un médecin, nutritionniste aussi. Donc en ayant tout ce monde-là qui donne un coup de main, je pense que c'est comme ça que la personne réussit à comprendre ce qui lui arrive et quoi faire pour pas que ça perdure. Mais ça demande vraiment énormément de travail. Une fois que le traitement est terminé, c'est pas toujours facile de faire le suivi. Ça demande quand même des ressources autres. Ce
qui fait que souvent les personnes atteintes vont devoir consulter psychologue à plus long terme. Comment on doit se sentir impuissant? Comment on peut aider la personne? Je dirais que la première façon, c'est de s'informer, essayer de comprendre le mieux possible la nature du problème, parce que c'est pas facile à comprendre, mais il faut éviter de juger, il faut essayer de trouver une façon de montrer à la personne atteinte là, qu'on compatit, qu'on est là pour l'aider le plus possible, qu'on la juge pas. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important de pas abandonner la personne parce que malheureusement, il y a des familles qui, pour une raison X, n'y arrivent plus. Puis, la personne atteinte se retrouve sans revenu, seule, à devoir essayer de travailler en même temps qu'elle soigne son trouble alimentaire. Alors, c'est vraiment une situation très, très difficile. Donc, même si ça demande beaucoup d'énergie, je pense que ces personnes-là ont besoin encore plus que les autres de sentir que quelqu'un se préoccupe de leur sort et puis elles ont besoin d'avoir une bonne estime de soi. Alors, c'est une des façons de les épauler. Oui, et je suppose aussi qu'on doit se sentir en tant que parent peut-être un peu coupable parce que le rapport à la nourriture, on doit réévaluer son propre rapport personnel à la nourriture et essayer de comprendre. Oui, ça c'est certain. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le même panneau ou de essayer de garder une relation saine avec la nourriture. Mais ça, je pense que chacun fait son petit bout de chemin à ce niveau-là. Parce qu'on peut pas non plus changer complètement la façon de garder la nourriture à la maison parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème d'anorexie ou de boulimie. Mais c'est effectivement un équilibre difficile à trouver. Au début, votre fille donc avait de l'orthorexie, après c'est devenu de l'anorexie. Est-ce que ça arrive souvent que les troubles se combinent? Oui, justement, je l'ai peut-être pas précisé suffisamment, mais c'était dans le cas de ma fille, elle avait de l'anorexie, mais elle avait beaucoup de boulimie aussi. Ce qui fait que lorsqu'elle avait trop mangé, selon sa façon de voir les choses, elle pouvait jeûner pendant 2-3 jours. Là, elle se rendait très faible, puis là, son corps était en état de famine, donc en état d'urgence, et là, son organisme lui commandait de manger à outrance. Donc, c'est un cycle comme ça. Et c'est pas tout le monde qui le vit de cette façon-là, mais dans son cas, c'était beaucoup une alternance entre anorexie et boulimie. Et puis, c'est très difficile pour l'organisme aussi. Ça cause un stress important qui fait qu'il peut avoir des troubles de santé qui en découlent. Oui, physique, parce qu'il y a une fatigue aussi. Oui, mais même ça peut aller jusqu'à des problèmes cardiaques. On en entend peu parler, mais la condition physique peut vraiment se détériorer suite à un trouble alimentaire. Donc, on comprend que c'est difficile de travailler parallèlement à ça, ne serait-ce que d'aller à l'école parallèlement à ça. Selon moi, c'est pas possible quand on est atteint à ce point. Il vaut mieux prendre toutes ses énergies pour se rétablir avant de penser à retourner aux études ou à travailler, à moins... Ça dépend, j'imagine, des cas, là. Mais quand c'est dans une période vraiment difficile, je vois pas comment l'énergie peut être suffisante pour faire tout ça à la fois. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider les parents à prévenir? Si, le moindrement qu'on a un doute, comme je le disais tantôt, s'informer, c'est important. Il y a des livres qui existent. Il y a aussi l'ANEB, l'association... je m'excuse, le nom m'échappe, là. Pour l'anorexie et boulimie du Québec. Alors, la NEB peut fournir de l'aide et de l'information aussi. Ça peut aider à savoir si notre enfant est atteint ou pas. Donc, je pense que ce serait ça le premier pas à faire. Est-ce que les parents et les proches reçoivent de l'aide aussi? Est-ce qu'il y a des groupes de soutien de proches, comme des proches aidants? Je sais que la NEB fournit en fait, ils font des réunions pour les parents. Donc, selon les problématiques, on peut s'y rendre.
Je crois aussi que certains hôpitaux ont des groupes de soutien, mais personnellement, j'en ai pas profité. Non, qu'est-ce qui vous a aidé dans ce cheminement-là pour pas se décourager? Qu'est-ce qui est? Je pense que c'est le fait de sentir que ma fille était prête à faire tous les efforts pour se remettre, parce que malheureusement, il y a des personnes anorexiques et boulimiques qui vont nier leurs problèmes. Donc, dans ce temps-là, s'il faut en plus aller contre la volonté de la personne atteinte, ça doit être vraiment déchirant. Donc, du fait que ma fille voulait s'en sortir, c'est plus facile parce qu'on travaille en équipe. On se dit qu'on veut toutes les deux la même chose. Donc, c'est ce qui a été le moteur pour continuer comme ça, puis pour aller chercher de l'aide, puis l'encourager. Dans sa démarche, oui, dans son rétablissement. Merci beaucoup. On parlait à Marie-Claude Ouellette, la maman d'Ariane. Donc, merci à vous. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore toujours en podcast sur le site de l'agence Science Presse et toujours nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Pas un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de labo se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down with each stimuli. You, the next candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy